sur les œuvres, je les crée parce que j'entends des voix à côté qui me demandent de les créer. Donc, pour moi, ça devient presque de l'ego parce que c'est pour moi, je le fais. C'est une façon que j'ai trouvée d'extérioriser. On a tous des démons, des secrets, des parties sombres, mais c'est une façon que j'ai trouvée d'extérioriser ou d'exorciser ce côté sombre puis de donner une lumière. À voix haute. À voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 5, Dominique Besnér. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Dominique Besnér, un artiste peintre formidable, un être humain exceptionnel. On va parler de noirceur, d'abandon, mais aussi de lumière, de couleur, de la Tanzanie, de la Thaïlande. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Alors, bonjour Dominique. Salut Pascal. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Dans quel état d'esprit je te retrouve, en fait? Aujourd'hui? Oui. Ben, avec le temps froid, je suis en pleine forme, je suis réveillé et puis je suis heureux. Oui. Ben, comme tous les jours de la semaine où, en plus, on est vendredi, donc puis en fin de semaine, je vais prendre ça un petit peu plus relax, donc ça me convient. Belle journée. Heureux. Ça s'annonce. Puis est-ce que c'est souvent la réponse que tu disais dans ta vie ou pas? Il y a des moments de grand bonheur, j'imagine, mais il y a aussi, quand on regarde ton œuvre, il y a des moments que Ah on oui, voit oui. toutes sortes d'émotions. Moi, j'ai toujours dit, si je reviens quand j'étais enfant, je me considérais comme un enfant diurne. Donc, le soleil, c'est ma batterie. Donc, je suis excité, je suis volubile, je cours tout partout. Mais comme tous les enfants, j'ai un imaginaire très fertile également. Donc, aussitôt que les journées arrivaient à leur fin, et cette noirceur qui tombe, cette pénombre, moi, je viens d'une campagne, donc je trouvais que la noirceur, elle était très étouffante. Ça m'angoissait. Donc, bonheur, oui, de jour, toujours, mais la nuit, j'étais angoissé, j'étais effrayé parce que j'entendais des voix. J'entendais un autre monde parallèle, mais est-ce que c'est moi qui l'imaginais? Ça, je ne le sais pas, mais en fait, c'est devenu un outil qui m'a permis de passer au travers, d'avoir fait une formation en architecture et de faire et de vivre de ma peinture depuis une trentaine d'années. Et puis, le secret, c'est de se laisser écouter, d'écouter. Puis ces voix-là, la nuit, est-ce que tu les entends encore ou est-ce que tu arrives... il y a eu un moment là où ça s'est comme... Ouais, j'ai estompé. réussi plus à les canaliser. Tu sais, à un moment donné, je dirais que ces voix étaient très présentes, très oppressantes aussi également, peut-être malveillantes, c'est ce que j'imaginais. Un jour, mes parents m'ont dit, ben, si la noirceur qui t'effraie, essaie d'écouter. Peut-être elles sont bienveillantes, ces voix. Et c'est au fil des années, puis en devenant mature également, et en réalisant que ces voix, ce sont peut-être des personnages que je me suis créés, à savoir, je ne le sais pas, mais est-ce que c'est un monde qui est parallèle au mien et pourquoi pas justement les écouter? Et au fil des années, c'est devenu un outil de travail qui m'a permis justement de canaliser cette énergie. Gamin que j'étais rempli d'une énergie, j'étais une boule d'énergie. Mais cette boule, elle devait exploser à un moment donné, puis c'est par la peinture que j'ai réussi à canaliser toutes ces formes de voix, ces peurs, ces angoisses. Et est-ce que, justement, parce que tu as vraiment créé un monde là, dans ton... Je pense que c'est pas tous les... En tout cas, c'est propre à chaque artiste d'avoir sa démarche. La tienne est très claire. Puis est-ce que, en fait, une partie de ces personnages, ces créatures-là qui sont dans tes œuvres, est-ce que c'est inspiré beaucoup? Ça a commencé justement dans ces moments-là? Mais en fait, j'ai suivi un peu ma voie. Mais en fait, je pense naïvement. Tu sais, j'ai pas eu de formation en arts plastiques. J'ai fait une formation en architecture à l'Université de Montréal et une technique également. Par l'Université de Montréal, ça m'a permis justement d'ouvrir les vannes de la créativité. Ça m'a permis de comprendre des choses, les couleurs, les espaces, que l'habitacle est aussi important que ce qu'on y fait à l'intérieur, le contenant-contenu. Et puis, quand je suis arrivé sur le marché du travail, je commençais à travailler aussi également. Je commençais à dessiner, à croquifier des petits dessins. Et du jour au lendemain, j'ai fait le saut, naïvement vers la peinture, parce que je trouvais qu'elle répondait bien à mes besoins, qui était le moment, qui était de transmettre
quelque chose. Tu sais, la beauté chez un artiste, c'est de prendre l'invisible puis de le rendre visible. L'immatériel, le rendre matériel. De voir et de le redonner. Et j'avais besoin. L'architecture, je trouvais que ça m'apportait plus ce truc. La peinture pouvait me permettre de le faire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un peu un équilibre mental. Un artiste, il y a différentes trempes d'artistes, différentes sortes d'artistes. Des artistes qui s'inspirent la nuit, des artistes qui s'inspirent le jour. Moi, c'est le quotidien qui est transmis en peinture. Ayant aucune formation en art, il a fallu que je comprenne la couleur par moi-même. Il a fallu que je juxtapose 2 couleurs pour comprendre qu'elles vont bien ensemble, ensuite tirer des lignes et construire un monde. En n'ayant reçu aucune formation non plus, je me suis laissé guider d'une œuvre à l'autre œuvre, par une autre œuvre. Ce qui fait que, en bout de ligne, sur les 30 ans, il y a peut-être 3200 œuvres qui ont vu le jour, mais c'est un cardiogramme si on les place côte à côte. On voit les saisons, on voit les périodes où justement plus sombres, des saisons moins ensoleillées, donc les couleurs, ils changent. Les modes aussi. Les années 2000, pour moi, la tribune, elle était différente pour mes personnages, très colorés, très dans les mauves, les feutrés. Ensuite, maintenant, c'est très coloré, c'est très vibrant. Il y a eu la période COVID qui était étouffante, donc j'avais besoin justement de revenir avec des couleurs vibrantes pour m'indiquer que je vis. J'ai besoin de montrer que je vis, et je vis au travers de mes tableaux, et ces tableaux avaient besoin de nouvelles couleurs. Donc, c'est un cardiogramme qui représente bien ma vie, du début à la fin. Toutes les œuvres qui se suivent sont des œuvres qui pour moi, me rappellent des périodes. J'ai jamais fait le saut. Tu sais, on regarde les premières œuvres, c'est une évolution. Le personnage a évolué, même les animaux qui font partie de cette tribune ont évolué, ont pris une maturité, les couleurs ont pris une maturité. Le petit personnage qui était très gamin s'est levé à un moment donné. J'ai commencé à le faire marcher. Je l'ai commencé à le mettre sur des tribunes. La théâtralité, elle est arrivée. Ensuite, il y a eu plusieurs projets autour qui a donné une toute autre forme physique au personnage que j'ai développé. Donc, je pense que c'est l'équilibre que j'ai trouvé au travers de toutes mes faiblesses que j'ai pu justement... Tu sais, c'est en étant le plus honnêtement... comment je pourrais dire, être le plus à l'écoute de soi, qu'on comprend bien des choses. Puis la peinture, moi, m'a permis justement de cet exutoire de donner et de redonner, que ce soit à la société, aux gens qui m'entourent, mais à moi-même surtout. C'est super intéressant. On a beaucoup de choses en commun, surtout dans notre jeunesse. Puis moi, c'était la littérature, donc toute l'introspection, se connaître soi-même. Puis quand je me suis lancé en affaires, bien, j'avais un bac en littérature, puis je savais aucunement. Puis j'ai toujours pensé que dans le choix de mon entreprise, ça s'appelait Atypique, c'était différent, mais j'ai toujours cru que c'était un élan de ça m'a donné beaucoup de créativité pour créer le genre d'organisation que je voulais avoir. Est-ce que tu sens toi aussi un peu que le fait justement de ne pas avoir fait ces études-là, que ça donnait une plus grande liberté? Ah oui. Puis est-ce que tu as trouvé ça quand même difficile ou y a-tu eu un peu de stress ou le syndrome d'imposteur en disant, ben là, écoute, moi, j'apprends ça par moi-même, puis ton succès était quand même assez rapide, là, je veux dire. Oui, en dedans d'une année. Ben, c'est ça, ça a été rapide. fulgurant. Fait que comment tu l'as vécu, juste le moment où là, tu as dit, assez l'architecture, je vais là, est-ce que ça a été difficile ou pas du tout? Dans mon cas, à moi, ça a été facile. Je ne savais pas où j'allais. Donc, l'architecture que j'aspirais devenir l'architecte, depuis l'âge de mes 12-13 ans. C'était loin, là, dans le passé. Donc, même dans mes souvenirs, je me disais, oui, un jour, je serai architecte, mais je n'avais pas les notes. Donc, moi, je suis de l'Ontario, donc j'avais fait une 13e année pour essayer de scorer des bonnes notes pour pouvoir entrer aux universités du Québec. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans un milieu francophone en Ontario, un petit village tout près d'Alexandria. Mais le Québec m'attirait. Montréal m'attirait beaucoup. Montréal, pour moi, c'est un moteur d'énergie intense. Donc, mon cheminement s'est fait par l'Université de Montréal. Et quand j'ai terminé ma formation avec des excellentes notes, donc j'ai été travailler pour un petit bureau. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être que je n'ai pas encore atteint l'équilibre de ce que je veux, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, la peinture, elle est arrivée par elle-même. J'étais, en travaillant dans un bureau d'architecte, je faisais
j'étais serveur et busboy dans un petit café qui n'existe plus maintenant, mais qui était sur la rue de Laurier, le café des Entretiens, que beaucoup de monde... Que j'ai connu aussi. Ouais, en littérature, on allait là. Oui, il y a beaucoup de... Oui, j'étais peut-être serveur ou busboy, ou j'ai travaillé dans la cuisine. J'ai travaillé 4-5 ans, de 92 à 96. Ah. Et les soirs, quand j'attendais des gens, des clients, puis il n'y en avait pas. C'était un lundi soir très tranquille. Donc, je prenais le petit calepin de notes et je faisais des petits croquis. Et c'est là que j'ai commencé à peindre ces petits croquis avec des Prismacolor. Une petite exposition que j'ai montée au Café des Entretiens. 12 tableaux à 50 $ le tableau. Donc, je les ai tout vendus. Je me suis considéré hyper riche. Puis avec mon copain, c'est une période qu'on s'est dit, l'université vient de se terminer, partons pour l'Allemagne. Donc, on vivait à Berlin-Est. On avait un appartement à Berlin. On avait l'intention d'y rester pour une année. Mais après quelques mois, on s'est rendu compte que c'était impossible. Si on n'arrivait pas à trouver en architecture à Montréal, on n'arrivera pas plus à Berlin. La langue, on avait même suivi des cours de langue au Goethe-Institut à Montréal pendant une couple d'années. Mais ce que je te dis, c'est que les cheminements, tout ce que j'ai pris comme chemin, ça s'est fait naïvement jusqu'au jour où on est revenu à Montréal. Et puis, mon copain de l'époque, qui est maintenant encore aujourd'hui, Jocelyn, il m'avait dit, c'est peut-être pas l'architecture, c'est peut-être la peinture qui est ton moyen de t'exprimer. Et je l'ai écouté, puis je l'ai fait. Et, mais la question, tu m'as demandé si je me suis senti imposteur. Non, peut-être imposteur aux yeux de certains autres artistes, justement, qui ont eu des formations en art. Ma formation en architecture, elle est tout près d'une formation en art. C'est un domaine qui est semblable. Donc, j'ai passé par une formation en architecture pour arriver en art, mais jamais senti imposteur. Mais par contre, il n'y a pas de succès. Tu sais, il n'y a pas de succès, c'est faux. Il n'y a pas de recette à suivre. Si on y va avec... moi, ça a bien tombé. C'est les années 92, 93. C'est une période de récession. Donc, en architecture, on avait beaucoup moins... il y avait beaucoup moins d'importants projets sur la table. Et puis, la peinture, ben, s'est avéré être le moment parfait pour arriver dans ma vie. Et j'ai fait le saut. Et par la suite, ben, après, j'ai été remarqué par l'agence Mensirio de Michael Mency, que j'ai été avec lui quand même 25 ans, qui a développé un marché intéressant du côté américain ou canadien. Puis moi, ben, il m'avait dit, développe ta peinture, tu as vraiment du potentiel, tu n'as pas encore atteint nécessairement la maturité, mais prends le temps de la développer, puis moi, je vais développer ton marché. Puis ça a fonctionné. Dans d'une année, j'étais passé d'architecte stagiaire vers un artiste, la relève. Donc, j'étais dans les années de relève. 30 ans plus tard, mais je suis toujours là. Dans la relève? Je me considère pas nécessairement... je suis un artiste mature. J'ai quand même 30 ans de carrière. Il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps. Mais à chaque fois, pour moi, c'est nouveau. Quand je reviens à la table, je reviens à l'atelier, je repeins, je me dis toujours... je suis heureux d'être où je suis, mais je ne m'en vante pas. Moi, j'aime que mes œuvres soient vues, mais l'artiste, j'aime bien qu'il soit dans l'ombre. C'est bizarre, hein, mais dans l'ombre. C'est pour ça que quand les gens me disent « Ah, tu connais Besnard? » Je dis « Non, je connais Dominique. » Oui, c'est ça, Dominique. Parce que autant j'aime les œuvres de Besnard, parce que c'est comme ça que, en fait, on s'est connus, que moi, je t'ai connu. Puis je me demandais justement, toutes les périodes de ta vie, à travers tes tableaux, les saisons dont tu nous parlais, bien, en fait, pour moi, on les vit, nous aussi, avec toi. Puis est-ce que tu en es conscient de... Tu sais, souvent, on va parler d'un romancier, une romancière, puis OK, c'est cool, ça a changé, ou ton film a changé mon œuvre, mais est-ce que tu es conscient à quel point tes œuvres aussi viennent toucher des gens comme moi qui te suivent puis qui vivent à travers toi des émotions super fortes? Ouais. C'est quelque chose que tu as vraiment conscience ou tu le... Je prends conscience avec les années. Ça me touche beaucoup. Ça me touche que des gens qui me suivent depuis une vingtaine d'années et même plus, qui se reflètent beaucoup dans mon travail. Ça me touche parce que je me dis qu'une œuvre que j'ai faite, c'est vraiment de la main de l'artiste, mais l'œuvre vit chez la personne. Par la suite, un amateur ou un collectionneur d'art, il vit. Il prend une toute autre maturité, il reflète une toute autre image, toute autre lumière, une toute autre énergie. Donc, j'aime savoir que l'œuvre marque la personne qui prend le temps de la regarder puis qui vit avec. Donc, c'est dans les expositions que les gens me rencontrent, les collectionneurs ou les amateurs d'art, qui me disent « Tes œuvres,
elle me touche, elle me parle, elle me rappelle les années 2002, admettons, 2002, 2003, le côté feutré, c'est la période que j'ai fait tel truc. Donc oui, ça me touche. Je trouve ça émouvant. Mais j'essaie de me dire, avant tout, les œuvres, je les crée parce que j'entends des voix à côté qui me demandent de les créer. Donc, pour moi, ça devient presque de l'ego, parce que c'est pour moi, je le fais. C'est une façon que j'ai trouvée d'extérioriser. On a tous des démons, des secrets, des parties sombres, mais c'est une façon que j'ai trouvée d'extérioriser ou d'exorciser ce côté sombre, puis de donner une lumière. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de savoir que dans la pénombre, dans la noirceur, tu as la lumière qui apparaît, et c'est cette lumière, mais c'est ces personnages et ces œuvres. Mais je suis toujours touché, comme raconte. Puis les gens s'identifient beaucoup aux œuvres qu'elles occupent, qu'elles prennent chez elles. Oui, puis moi, le premier, puis le côté peut-être parce que j'aime beaucoup la poésie, la littérature, mais c'est tout un monde, il y a des histoires. Fait que si on suit vraiment ce que tu as fait, ça raconte plein d'histoires, puis ça me faisait rire. Sartre disait on existe dans le regard des autres, mais les œuvres existent dans le regard des autres aussi. Puis c'est génial de pouvoir connecter en étant si près de toi-même. Tu le fais pour toi, mais en même temps, ce que tu ressens, ben c'est très universel parce qu'on est plusieurs à être très, très touchés par ce que tu fais. Puis ce que je me demandais aussi, c'est que beaucoup d'artistes, en peinture notamment, c'est quand même difficile de percer à l'extérieur du Canada. Donc, je comprends qu'on peut avoir une bonne équipe qui va faire, mais tes œuvres sont quand même maintenant à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis aussi. Comment ça se passe et comment la réception de ces œuvres-là se fait? Est-ce que tu sens une différence, par exemple, ici, au Canada, où, puisque tu es Canadien, tu as une certaine notoriété, puis quand tu arrives là-bas, quand même, là, je veux dire en Asie, entre autres, puis aussi, tu t'inspires beaucoup à l'international, au Maroc, entre autres. Donc, peut-être juste nous parler de ce côté-là, le côté international, autant comme inspiration, puis aussi comme marché, puis comme diffusion de ce que tu fais. Bien, effectivement, il y a une différence. L'agence Menti Ryu, Michael Menti, avait développé à l'époque, en 2010, avait ouvert des portes en Chine, qui étaient à Beijing. Donc, j'avais eu une exposition solo dans le quartier 978, quartier industriel de Beijing, qui est Pékin. Ben, Beijing. Donc, j'avais remarqué que les gens étaient interpellés par différentes couleurs, les détails des œuvres qu'on ne voit pas nécessairement ici, qu'on remarque pas, je ne remarque pas dans d'autres expositions, que ce soit aux États-Unis. Mais à Beijing, je réalisais que les gens sont très près. Ils regardent beaucoup les détails des œuvres. Les couleurs rouges les interpellent. Et ensuite, j'avais eu en 2013, au musée de Suzhou, qui était tout près de Shanghai, une exposition qui a duré 2 mois, 3 mois. On m'avait donné 3 grandes salles dans le musée de Suzhou, qui avait été conçu par un architecte canadien. Donc, je trouvais qu'il y avait une belle relation. Et les rouges interpellaient. Donc, il y a des couleurs qui interpellent. Le Maroc, j'avais été appelé pour la Villa des Arts en 2007 et la Villa des Arts de Rabat et de Casablanca pour 2 expositions en 2007. Et ensuite, j'ai eu une exposition solo dans une galerie qui n'existe plus maintenant, mais qui était la galerie... j'ai oublié son nom. Donc, les gens étaient interpellés par la couleur, beaucoup la couleur. Donc, c'était toutes les couleurs très vibrantes, les couleurs que tu aimes actuellement. Et c'est dans ces années-là que le rose, moi, il est apparu. Je trouvais que le Maroc, pour moi, c'est un pays d'effluves, d'odeurs, d'étals, de fruits, de couleurs. Je trouvais que c'est une religion que je connaissais pas. Si je pars de base avec les religions, c'est l'amour. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup... Je le ressentais, je trouvais que c'était beau, les gens sont sympathiques. La Chine aussi, les gens sont sympathiques, un petit peu plus réservés. Donc, je remarquais les différences. Les États-Unis, c'est autre chose, c'est des grands formats. On était interpellés par les grands formats. À Montréal, ben, on me connaît depuis 30 ans, donc on voit les saisons, les couleurs changent dans mes œuvres et on les suit. Mais si je reviens au Maroc, ce qui les a marqués, c'était une couleur vibrante. Donc, j'avais été invité en 2015 de rester 4 mois à Casablanca et de monter une exposition sur place. Et eux s'attendaient vraiment à des couleurs vibrantes. Et moi, tout était nouveau, tu sais, loin, éloigné de tout. Donc, j'ai trouvé un logement, je me suis placé tout près de la galerie et j'ai commencé à travailler les couleurs, mais c'était des couleurs sombres. Donc, pendant les 4 mois, c'était que des couleurs sombres. Et quand je suis arrivé avec toutes ces œuvres à la galerie qui me représentait et qui faisait une exposition,
Ben, ils ont aimé mes tableaux, mais on dit c'est plutôt sombre. Nous, on s'attendait à des couleurs très vibrantes. Mais c'est ça. Donc, tu sais, un artiste, c'est un tampon qui absorbe. Hein? Donc, le fait d'être placé au Maroc, ça m'avait beaucoup ému. Moi, je trouvais que c'était génial. C'est une première forme. C'était une résidence d'artiste. Je suis sur place. C'est génial. Il fait beau. Les gens sont sympathiques. Mais les couleurs ont sorti foncées. Et Michael Mancy m'avait dit, mais peut-être tes autres expositions, tes couleurs vont sortir vibrantes étant donné que tu as vécu au Maroc. Et j'étais arrivé avec une exposition à Toronto qui était au mois de septembre en 2007, 2008. Il y avait eu une récession. Il y a eu un gros crash financier dans cette période-là. Et les couleurs étaient sorties trop vibrantes, ce qui fait que Michael m'avait dit, mais c'est quoi toutes ces couleurs-là? Mais je dis, c'est ça un artiste. Ça peut sortir 6 mois plus tard, 1 an. Tu sais, c'est pas contrôle. Tu sais, ça se contrôle, mais en même temps, moi, je suis émotif. Donc, je suis émotif quand je peins, mais pas émotif au point de pleurer. C'est que quand je peins ou quand je commence, j'aime m'isoler dans ma tête et c'est un secret. Moi, je le dis pas souvent, mais j'aime imaginer que je suis abandonné. Donc, en étant abandonné gamin, en étant abandonné, on dirait que les vannes d'émotions dans ma tête s'ouvrent. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes d'émotions qui arrivent. La peur, l'angoisse, de ne pas savoir ce que tu es, pas savoir ce qui t'attend au bout. Tu sais, tout ça te fait vibrer et là, tu peux commencer à créer. Tu crées de belles choses. On ne crée jamais de laides choses. Que ça soit laid ou beau, c'est toujours beau. Parce qu'un artiste est un tampon qui absorbe et qui redonne, c'est la beauté. Mais moi, pour me mettre en transe, je dois imaginer des scènes. Puis la scène qui me marque, c'est d'être abandonné. Quelque chose qui me faisait peur. Quand tu étais jeune, parce que ça, on a ça en commun aussi, de ne pas dormir le soir, puis de penser qu'on va être abandonné, qu'on n'aura plus nos parents. Mm-hmm. Donc, en fait, tu reconnectes avec ton passé, là, je sais pas, on n'est pas... C'est de la psychologie, mais quand même, mais c'est avec vrai, ton passé, puis aussi, j'imagine, avec ces voix-là et c'est cet univers-là aussi qui te... Oui, notre nature à nous ne disparaît pas. Et au contraire, elle est canalisée. Donc, l'angoisse de jeune à la ferme, j'ai toujours imaginé quand la noirceur tombait que mes parents disparaissaient, qu'ils mourraient. Et je fais quoi? J'ai seulement 5 ans, mais c'est moi l'aîné d'une famille. Il y a un frère puis 3 sœurs après. Même je suis je suis celui qui est égaux. Je m'imagine tout seul puis dans un monde abandonné. Et ça, je l'ai réutilisé maintenant. Je la réutilise maintenant pour quand je peins. Ces émotions qui me font vibrer. Et par la suite, cette vibration d'émotions, tu as la joie qui arrive, le bonheur, parce que tu t'imagines d'autres choses, mais c'est d'être près de ces émotions qui m'a permis justement de survivre. Super intéressant. Puis aussi, au niveau de la religion, tu l'as abordé un peu quand tu es au Maroc, mais tous les deux, on a aussi servi la messe pendant longtemps. Ouais, j'ai servi jusqu'à 21 ans. Moi, moins longtemps quand même. Mais est-ce que tu dirais, parce que fondamentalement, je pense que on avait jasé, c'est une des rares temps qu'on avait eu dans une de tes expositions pour parler de la ferme, puis aussi on avait parlé de religion justement parce que tu revenais du Maroc. Et puis, je me demandais, c'est ça, à quel point aujourd'hui, le côté, soit les grandes, parce que toutes les grandes religions monothéistes sont des valeurs qui sont quand même formidables à la base. Est-ce que ce côté-là plus spirituel ou religieux, c'est quelque chose que tu as gardé ou maintenant c'est comme tu as retiré peut-être certaines choses? Oui, j'ai retiré beaucoup. J'ai pris l'essentiel. Si je regarde dans toute la base des religions, tu as l'amour. Ça, j'aime bien. L'amour, j'aime l'entraide, j'aime que les gens s'aident. Tu sais, il y a des gens qui aiment beaucoup la guerre ou des affrontements. Moi, c'est le contraire. Je trouve que ça m'affecte. Puis quand ça affecte ma peinture. Je n'arrive pas à exprimer clairement ce que j'ai besoin de dire. Donc, je m'entoure d'énergie que j'aime bien. La religion catholique, on a tous grandi dans la religion catholique. Moi, c'était les églises qui me fascinaient, les grands espaces, le côté éco, l'encens. L'encens me marque, même actuellement. Il y a tout le temps de l'encens dans mon atelier. Je trouve que ça me ramène dans une forme d'ouverture d'esprit. Ouverture où, justement, je suis plus sensible à l'écoute et aux émotions qui me touchent. Donc, tu sais, pour qu'on soit près de nos émotions, on a besoin d'allumer quelque chose pour que ces émotions
se coule sur nous, nous. Donc, la religion, les églises jeunes, ça me fascinait et tout. Enfant de cœur, c'était le côté cérémonial que je trouvais beau. L'homélie, ça, j'écoutais jamais, mais peut-être qu'il y a des gens qui me disaient « Ah oui, lui, il va être un curé plus tard. » Ça ne m'aurait jamais intéressé parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était le côté cérémonial. Et c'est drôle parce que tout au long de ma formation, que ce soit en architecture, parce que l'architecture, l'humain était très présent dans mon travail. J'ai travaillé pendant 2 années et demie sur différents projets, mais les cimetières en milieu urbain. Pour moi, le cimetière, c'était encore viable actuellement. Est-ce qu'on doit réinvestir des grands terrains verts? Ou plutôt, qu'est-ce qu'est un cimetière? Donc, c'est un disparu, ce vide, la mémoire. Donc, j'avais travaillé un cénotaphe, un monument aux morts. On parle des années 90. Un monument aux morts, où justement, c'est un endroit où on se rappelle du disparu. Donc, comment combler le vide d'une disparition? Toute cette forme, l'humain qui était très important en architecture, s'est poursuivi. Le même fil conducteur s'est poursuivi jusqu'à la peinture. Actuellement, mes personnages qu'on voit sur les tableaux, c'est jamais les mêmes personnages. Elle occupe une tribune que je lui ai donnée, une forme de couleur qui l'habille, mais cette blancheur de visage, pour moi, représente la fragilité de la vie. Fragilité. On est aujourd'hui, je me reprends. On est ici aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Tu sais, la vie va tellement vite, la vie est tellement elle est vibrante, colorée, mais en même temps, elle est très, très demandante. Donc, on est ici aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Donc, cette fragilité, je l'ai tout le temps poursuivie. C'est le fil conducteur. Jeune, cette fragilité, la peur au ventre de perdre ses parents, c'est poursuivi. La noirceur, ces personnages qui me parlent. Comment ne pas virer dans la folie, mais plutôt l'utiliser comme un avantage. Donc, c'est devenu, mais ça se transcende dans mes tableaux. On voit cette fragilité. Même si c'est un environnement très coloré, je leur donne tout le temps un dernier tour de scène aux personnages, autant aux animaux. Pourquoi les grands animaux qui sont avec les personnages? Bien, j'ai grandi sur une ferme. Les taureaux faisaient partie de mon environnement. C'était une ferme de vaches laitières. Pour moi, j'aime les confrontations de force, personnages très fragiles, le taureau très puissant, les coloris très vibrants, puis aussi les coloris ou les tableaux très sombres, noirs et blancs. Est-ce un homme ou une femme, ça importe peu. Cette fusion entre animal et personnage, souvent occupent les mêmes pattes, prennent les mêmes poses un peu semblables. J'aime cette mixité, j'aime cette confusion, j'aime cette fusion, parce que pour moi, c'est moi, ça, jeune. Je m'identifiais pas comme... Je me suis toujours identifié jeune comme différent. Premièrement, j'étais très maigre et petit, poids-plume. Et c'était l'époque où on disait les Biafra. Donc, on me disait « Ah, tu es un petit Biafra. » Et puis, ça m'a marqué. Je me suis imaginé, je me suis créé un monde qui était parallèle au mien le jour. Mais la nuit, ça, c'était autre chose parce que la nuit, c'était étouffant. C'était angoissant. Mais comment prendre cette angoisse et la transformer? C'est ce que j'ai appris au fil des années. L'architecture m'a permis aussi de saisir. On pense tout le temps qu'en vieillissant, on devient plus clairvoyant, on voit mieux les choses, mais c'est faux. On est toujours pareil, mais c'est qu'on s'entoure de gens ou de trucs qui font en sorte que ça facilite, dans mon cas, à moi, ça facilite ma voix. Puis autant, la peinture, c'était un moyen que j'ai trouvé. Tu dis cérémonie, cortège. Moi, quand je regarde tes œuvres, il y a un côté mystique puis un côté mythique. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais il y a tout ce côté-là cérémonial. Il y a quelque chose, on dirait que les personnages des animaux s'en vont toujours vers quelque chose. Il y a toujours un moment, mais un moment important qui est, tu disais, mis en scène. Ouais. Donc, je pense que ça se reflète beaucoup dans les œuvres. On dirait souvent que mes tableaux ont une mouvance, un mouvement dans une direction, mais figé comme une capture d'écran. C'est ce moment-là. C'est pour ça que je te disais cardiogramme, c'est chaque journée, parce que je suis quelqu'un qui produit à tous les jours. Tu sais, je travaille sur plusieurs œuvres à tous les jours. Je peux travailler 7 jours toute l'année. J'ai besoin de 2 mois de congé. Et souvent, on me dit « Ouais, mais comment tu réussis à prendre 2 mois quand tu travailles à l'année longue? » J'ai 2 personnalités dans ma tête. Il y a Dominique d'un côté et il y a Bessner de l'autre. C'est la façon que j'ai trouvé pour trouver un équilibre. C'est facile de critiquer Bessner quand on est Dominique.
Mais si j'étais Besnard qui se critique lui-même, c'est un peu mal placé et plus difficile. Tu n'arrives pas à, justement, à avoir les bons mots. Quand c'est Dominique, ça va. Dominique, c'est celui qui socialise. C'est celui qui sort les fins de semaine, qui aime boire, qui aime s'amuser, qui aime sortir dans des pays comme la Tanzanie dernièrement ou la Thaïlande ou le Maroc, qui aime justement vivre plus de 2 mois sur place. Souvent, les gens qui me suivent depuis des années me disent « Ah, tu vas là sur place, tu t'en vas faire des croquis, t'écris, Ouais. là, tu développes des couleurs. » Absolument rien. Je vais là pour m'amuser, boire, avoir du fun et du plaisir. Mais par contre, la journée que je reviens, le lendemain, aussitôt c'est Besnard qui prend sa place, Besnard, il est ressourcé. À ce moment-là, la couleur commence à jaillir, pas nécessairement comme il le voudrait, mais il se concentre à essayer de s'écouter. Donc, ces 2 personnages et cette façon ça me convient. Ben, premièrement, je suis Gémeaux. Donc, déjà, en partant, c'est ces 2 visages. Ouais. Mais c'est la façon aussi j'ai trouvé de... Peut-être il y a eu jeune où tu as l'enfant diurne puis l'enfant nocturne. Ces 2 personnages qui me hantent. Moi, j'étais plus diurne de jour, mais la nuit, c'est un tout autre personnage. J'étais effrayé. Tu sais, comment dire qu'une noirceur t'effraie en pleine campagne d'entendre les loups? On avait des grands bois, on entend des chiens. Pour moi, c'était des carnassiers qui se promènent la nuit, qui cherchent des proies. Donc, tous ces petits bruits que tu n'arrives pas à mettre un mot dessus, mais tu les entends. Vieille maison de ferme, les chauves-souris dans les murs qui crient, qui hurlent, au point que c'est rentré dans ma tête, puis je les entends hurler. Je suis caché en dessous des couvertures, et puis j'ose même pas regarder en dessous du lit parce que je sais que c'est un autre monde. Mais tout ça, c'est magnifique en tant qu'adulte quand je le vois, mais il y a un lien entre les 2, puis ce lien-là, c'est toute une vie, ça peut prendre, et une thérapie. Donc, j'ai jamais eu de thérapie, mais ma propre thérapie, ma thérapie, je l'ai faite par moi-même, en étant isolé. Parce que quand tu peins, tu es isolé du matin au soir. Et quand tu peins, tu parles à haute voix. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, il dit « Tu parles à qui? » Mais je parle aux voix qui m'entourent, je parle aux œuvres que j'ai construites au fil des années. Il y en a 3000 et plus, donc ces œuvres, ils vivent, ils vibrent. Chaque œuvre qui a quitté mon atelier était une satisfaction du moment même. Je peux dire qu'une œuvre qui a été faite en 2000 n'est pas la même œuvre qui serait faite en 2024, 2023. Mais souvent, il y a des artistes qui sont poussés à effacer des anciennes œuvres parce qu'ils ne sont pas satisfaits, mais c'est des œuvres qui ont marqué une période de ta vie. Moi, je la vois comme marquer une période de ma vie. Il y a différents types d'artistes. Des artistes qui travaillent sur des causes sociales, il y en a d'autres, c'est sur l'inspiration. Il y a tant d'inspiration, puis aussitôt que l'inspiration arrive, créer une série démarquante, qui se démarque des autres qu'il a fait. Moi, c'est vraiment une évolution. C'est sans prétention, mais si je regarde l'œuvre de Michel Tremblay, c'est une évolution des personnages au fil des années, avec sa tante et tous ces personnages qu'il a développés. C'est un peu ça avec mes œuvres. Du début à maintenant, c'est la maturité. Les personnages ont occupé des scènes différentes à chaque période, des couleurs, une texture, un habillement, ne divulguaient pas la même volonté de ce qu'ils voulaient dégager comme un mot, admettons. L'espoir. C'est différente. Mais moi, c'est de cette façon que je m'exprime, puis que j'aime beaucoup, puis que je ne changerai pas. Des fois, on essaye de me changer, mais je me dis... Ben, pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Ouais, ça, c'est autre chose. Des fois, il y en a d'autres qui me disent « Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne si bien que ça, mais ça me fonctionne, ça me va. » Tu as déjà lu le Néquivoque de Régent Ducharme? Je te le passerai. Là. Non. Je pense que tu vas adorer parce que je crois que tu vas te retrouver dans le personnage du Néquivoque qui est comme, genre, incroyable. Puis quand tu parles, j'ai juste ces personnages-là en tête. Je me demandais aussi du côté plus quotidien, qu'est-ce que tu aimes faire? Là? Qu'est-ce que... Ben là, Besnard, il travaille presque toujours, mais quand le Dominique, dans de la vie quotidienne, qu'est-ce qui te ressource ou qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu es... Ben moi, je suis très discipliné. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai travaillé dans un bureau d'architecte, puis bon, je suis un artiste discipliné. Je me lève très tôt les matins, 5h, 5h30. Je suis debout, je suis réveillé, les yeux sont déjà ouverts, même 4h30 souvent. Je trouve que c'est les plus belles périodes. C'est la plus belle période que tu te donnes à toi, c'est de t'écouter. Moi, j'aime bien m'écouter.
mais écoutez, je me parle pas plus, là, mais c'est que j'aime juste vivre le moment même. Je prends mon café. Ensuite, une petite période d'exercice, de gym, j'ai besoin parce que, bon, dans dans un an et demi, j'arrive tout près de 60, donc j'essaie de conserver ma forme. Déjà 60 ans. Il me semble, hier, j'avais à peine 5 ans, puis déjà 60. Donc, la forme, oui, garder une forme. J'aimerais bien vivre jusqu'à 100 ans, si c'est possible, avec tous les moyens, physiquement aussi également. Tu sais, de ne pas être malade, d'être capable de... Parce qu'en tant qu'artiste, j'aimerais être capable aussi de continuer à peindre aussi longtemps que je peux. Le quotidien, par la suite, vers 8h30, 9h, j'arrive à l'atelier jusqu'à 5h. C'est la période que je m'offre et je me donne de créer. Et après, j'ai une vie sociale. Après 5h, j'aime quitter. Je m'en vais à la maison, préparer à souper. Je trouve que c'est une toute autre chose qui me fait du bien. Bon, je ne suis pas un bon cuistot, mais disons que je me débrouille. Mais si quelqu'un me posait la question, est-ce que tu aimes lire? C'est bizarre, mais peindre et lire occupent ou surchauffent la même région de la tête. C'est la même zone qui est stimulée. Et je trouve que si je commence à lire, je continue à peindre d'une certaine façon et ça m'épuise. Donc, je ne te passerai pas le... Mais c'est seulement en vacances que je lis. Tu le passerais pour ton... Mais tu pars toujours début de l'année, hein? Tout le temps début de l'année. Alors, puis, ce sera pour lire... en vacances, je me permets de lire parce que je ne peins pas. Mais si je peins à journée longue, le soir, j'ai la tête qui me brûle. Et ce qui me fait du bien, c'est de regarder des émissions de télé, une télésérie québécoise... mais qui semble justement passer, là, juste, j'absorbe et puis j'ai pas à me poser de questions. On s'en pose toujours des questions, mais c'est ça mon quotidien. Et les samedis, dimanches, si c'est durant la période estivale, on travaille. Je travaille à l'atelier, j'ai beaucoup de choses à faire parce qu'à chaque année, j'ai des expositions à monter, des galeries à remplir aussi, des commandes à passer auprès des galeries, ce qui fait que, tu sais, étant le seul capitaine à bord de mon navire, ben, si tu prends plus de 2 mois, il n'y a personne qui produit à ta place. Et puis, le milieu des arts, c'est très fragile. Si on arrête plus d'une année, on dirait que la roue est beaucoup plus difficile à repartir par la suite. Et non, puis en plus, je suis toujours stimulé. Actuellement, c'est la Galerie Le Royer qui me représente ici depuis 3 ans, à Montréal et à Toronto. Donc, j'ai une belle relation avec eux, c'est des beaux espaces, puis c'est des grands tableaux qui exposent. Donc, moi, je suis fasciné par les grands tableaux. Les petits également, je trouve que les petits, c'est plus ardu. Il y a tout le temps la question, on travaille le détail ou l'ensemble d'une œuvre sur une petite œuvre, mais je trouve que c'est une grande œuvre, il y a une liberté. Et avant, j'étais avec la galerie MX pendant plus de 15-18 ans. Là. Donc, tu m'avais déjà posé la question tantôt. Le chemin se fait ou se trace par lui-même devant moi. Et je m'aventure et je me dis que chaque embûche, chaque obstacle ou petit accident, ben, ça contourne un peu puis ça apporte un plus dans ce que je fais. Au niveau de ton implication sociale, est-ce qu'il y a des causes qui te touchent ou qui te tiennent à cœur? On a déjà fait, moi-même, là, moi-même, qui est les maladies mentales. Exactement, l'art-thérapie, le cap-apprentissage, etc. J'avais travaillé aussi, il y avait aussi la fondation de Lise Wattier, qui était les femmes qui étaient violentées. Victimes de violence. Les victimes de violence. Actuellement, j'avais fait une donation tout dernièrement pour la fondation, qui est une nouvelle fondation avant coup, qui est pour les hommes avant de passer à l'acte. Les hommes qui sont un peu plus, je dirais, bouleversés de l'intérieur, justement d'atténuer ce mal d'une certaine façon. Donc, ça me tient à cœur. Les maladies mentales, prévention suicide, on est dans une société où justement où on est confronté beaucoup à de trucs, mais c'est ce qui me touche pour l'itinérance. Je l'avais fait aussi avec l'accueil Bonneau. Donc, c'est une donation d'une œuvre. Je vais ramasser des fonds. Et à chaque année, j'essaie d'être fidèle à quelques-unes et j'en rajoute, j'en enlève et je reviens plus tard. C'est super intéressant parce que je t'ai connu beaucoup justement dans ton implication aussi auprès de ces causes-là. Je me demandais, j'avais oublié de te poser la question, le fait que tu produises autant, est-ce que
ça peut être un problème. Je veux dire, tu sais, il y a des artistes qui produisent pas beaucoup, il y en a qui produisent beaucoup. Est-ce que c'est dans un marché, qu'est-ce que ça veut dire au juste 3000 œuvres? Mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que c'est beaucoup 3000 œuvres pour un artiste peintre? Ou, Une trentaine d'années, à peu près 32 ans, 80 œuvres par année. C'est beaucoup. Mais en même temps aussi, si j'ai beaucoup de galeries qui exposent mon travail et pour aussi nécessairement monter une nouvelle exposition, une nouvelle série d'œuvres qui peut être justement proposée à d'autres galeries. Il faut toujours prévoir le coût. Mais non, regarde, t'as des grands artistes, Picasso, Riopelle. Riopelle, il y avait quoi, 25 000 avec ses croquis. Puis, tu sais, c'est continuellement. Donc, moi, je travaille les œuvres d'une autre façon. Tu sais, je travaille sur plusieurs œuvres, mais je travaille de la pâte d'huile. Je travaille avec mes mains. J'aime toucher l'œuvre. Comme je le disais, j'ai toujours un lien. Tu sais, enfant, j'étais très tactile. Maintenant, je suis encore tactile. Donc, je travaille l'œuvre en touchant. C'est une matière qu'avec les jours il va venir à sécher, qui me permet justement de revenir. Donc, je travaille sur plusieurs œuvres. Il y a des artistes qui vont travailler beaucoup au pinceau léger, faire des croquis, mais c'est très rapide. Donc, dépendamment de ton besoin, moi, je dirais qu'il n'y a pas de normes à respecter. Tu en as fait 200, c'est beaucoup. Moi, je suis choyé parce que sur les 3000 que j'ai fait et plus, il y a toujours eu une attente. Tu sais, on voulait tout le temps voir une demande, on voulait tout le temps voir les autres. Ça, c'est stimulant. La machine n'a jamais arrêté. Et avec les années, tu as aussi une clientèle qui se rajoute. La jeune clientèle, parce qu'il y a une trentaine d'années, les parents avaient acheté des œuvres qui ont placé dans la chambre de leurs enfants. Et maintenant, les enfants qui ont une trentaine d'années viennent me voir, me disent « j'aimerais ça avoir un petit Bessner. » J'ai grandi avec un Bessner. Donc, tu vois que je suis bien heureux de voir que la roue continue à rouler. Mais si on a un nombre de productions à faire, non. Écoute, si oui, je sais pas. On s'en fout. Nous, en tout cas, on est bien contents. Puis si tu veux produire en masse, ça me fait rire. C'est un peu comme quand on va voir un certain concert mettons, on va voir Madonna. Et là, tu vois comme différentes générations. Où, moi, c'est surtout Mylène Farmer au Stade de France à Lyon que j'ai vu. Puis je regardais, puis là, il y avait des gens... Bon, moi, j'ai 46. Il y avait des gens comme beaucoup plus vieux que moi, mais il y avait aussi des jeunes. Mais les jeunes connaissaient les paroles de Désenchanté. Mais pour moi, Désenchanté, quand j'ai commencé à sortir dans le village, c'était comme ma toune, c'était ma chanson. Puis je me disais... Wow, cette femme-là, elle chante des paroles, puis c'est drôle. Fait que dans le fond, tes toiles, c'est un peu comme Elle marque différentes générations. Elle marque différentes générations, puis tu le vois. Eux, ils ont la chance de voir parce que, ils sont tous dans la foule, mais toi, tu les vois quand ils viennent te rencontrer ou prendre les œuvres. Mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement une recette. Que ce soit dans l'écriture, dans la musique, dans la danse contemporaine, dans la peinture, je pense que tu dois toujours te mettre à jour. Tu sais, dépendamment... On est rendu en 2023, 2024, donc ta gestuelle est différente. Les styles aussi sont différents. Est-ce que tu es plus épuré ta toile? Donc, je dirais que tu absorbes ton environnement de maintenant, ce qui fait que les jeunes te découvrent maintenant, puis ça fait partie de leur environnement parce que tu es un produit de maintenant. Les années 2000, c'était un autre type de produit que tu travaillais, mais tout le temps dans la même gamme. Donc, les couleurs, ce n'était pas les mêmes. La texture ou la gestuelle ou ce que tu voulais aussi dire n'était pas la même chose. Donc, je suis bien content que maintenant, on me dit quand même, que ce soit les années 2000 ou 2024, Bessner est encore là pour rester. Ça, je suis bien content. Comme les grands chanteurs, quand ils se renouvellent, c'est ce qui est beau. Je pense que tout en étant fidèles à eux-mêmes, là aussi. Exact. Puis tu te renouvelles beaucoup. En tout cas, moi, c'est avec les couleurs. Tu en as parlé, puis j'adore l'art, je suis pas un spécialiste, puis j'aime ça de pas trop connaître, comme ça je peux encore plus apprécier. Garder un peu de mystère. Un peu de mystère, moi c'est comme la musique, l'opéra, je veux jamais trop connaître parce que j'adore être le spectateur un peu naïf ou l'auditeur, puis quand je les regarde, moi c'est toujours vraiment les couleurs, c'est le changement des couleurs, c'est comme ça moi que je connecte avec toi, puis qu'ils viennent me chercher, puis je me dis OK, on dirait que ça avance, puis après ça, oui, il y a des formes, il y a les personnages, ils sont toujours là, les animaux sont toujours là, mais un peu différemment. Fait qu'on le voit, ce cheminement-là, mais c'est toujours en renouvellement. Puis tu as raison, c'est ce qui fait qu'un artiste, je pense, peut... Moi, c'est beaucoup les couleurs qui m'interpellent.
Tu sais, les couleurs, quand il fait beau, là, toutes les couleurs, ils deviennent vibrantes dans la tête. Quand c'est l'hiver, c'est autre chose. Même, tu sais, les après-midi, là, la noirceur commence à tomber tôt, 3h30, 4h. Puis si il n'y a plus à l'extérieur ou s'il neige, c'est déjà noir. Mais moi, c'est le côté feutré. Tu sais, le côté où tu es à l'intérieur. On dirait que tes couleurs changent à ce moment-là. Ton sujet aussi change. Donc, c'est ce que j'aime d'une œuvre, c'est qu'elle est faite dans la période même qu'elle est faite. Et je dis tout le jour aux artistes, défaites pas ce tableau-là. C'est une période marquante de ta vie, de ta carrière et de tout ce que tu fais. Ouais. Et c'est important de la conserver. C'est comme des petites pierres qu'on met au sol pour savoir d'où on vient, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Quelqu'un va dire c'est quétaine, on dit tout le temps ça. Mais c'est important de voir ce chemin-là. Ben oui. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont aller avec, mettons, genre un abandon de ce qui s'est fait, mais dire, ça, j'ai pas aimé. Moi, j'aime que tu gardes les traces de tout ce qu'on t'a fait. Moi, comme entrepreneur, j'ai fait tellement de choses dont je suis moins content, des projets que j'ai... Mais je suis toujours aussi fier parce que c'est grâce à toutes ces choses-là que je suis rendu où je suis rendu. Puis je pense que comme artiste, c'est le fun de pouvoir continuer à garder tout l'ensemble et d'être fier parce qu'on est à différentes étapes. Puis cette idée-là de rejeter des œuvres qu'on voit quand même chez certains artistes, ça, c'est une période où... Ben, pourquoi, dans le fond, c'était une période qui est vraie, qui était là à ce moment-là importante. Puis pour nous, qui vous suivons, ben, c'est intéressant de voir tout ce cheminement-là. C'est pas juste les phases les plus intéressantes, mettons, pour un écrivain. On veut voir toute l'œuvre pour bien saisir. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore de toi, d'avoir cette... écoute, ma mère, elle a même conservé mes premiers petits dessins quand j'avais 4-5 ans. Un petit chat comme ça avec 4 pattes. Ben, ça n'a pas beaucoup changé. C'est un peu ça. Je t'ai pensé, ça ressemble à ce que c'est. Mais je les ai enchérés un peu, mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, tu sais, voir les premiers croquis que j'ai faits à l'âge de 4-5 ans me touche. À même garder la tête d'oreiller, qui était un bleu bébé. Puis ce bleu-là, bébé, ce bleu d'enfance, un souvenir d'enfance quelconque, mais c'est le même bleu que je répète maintenant dans mes œuvres où je dis à tout le monde, c'est ce bleu d'enfance, le bleu bébé, le bleu de mes têtes d'oreiller là, qui me touchait, mais je le ramène. Donc, tout ça, comment dire, tu peux pas effacer une partie de... Bon, ça dépend aussi. Moi je le ferais pas pour moi. Là. C'est vital. Perdre cette partie-là, je trouve que maintenant, elle n'aurait pas de poids par rapport à ce que je fais. Puis bon, avant qu'on se quitte, je vais quand même te demander si jamais je peux voir ces croquis-là un jour. Tu veux me les montrer sur ton téléphone, je serais bien curieux de voir tes croquis un jour quand j'irai à l'atelier. Envoie-les-moi pas, garde-le, mais juste les montrer sur ton téléphone, je serais content. Ou d'aller les voir où ils sont. Puis ce que je t'aurais demandé en terminant, là, si tu avais... une conversation en voix haute, comme on a là, avec quelqu'un, que la personne soit morte ou vivante, fictive ou historique, ce serait avec qui? Avec qui t'aimerais jaser? Tu sais, jaser des vraies choses de la vie, là. Ce serait qui? Je suis sûr qu'il y en a plein, mais mettons aujourd'hui, là, qui te vient en tête? Ah, mon Dieu, c'est quasiment la question qu'on m'a posée tantôt. Ben, en fait, qui j'aimerais... Ben, peut-être un artiste qui est décédé, Jordi Bonnet. Tu sais, Jordi, j'aimais beaucoup... il faisait beaucoup de la sculpture, aussi de la peinture, mais il y avait quelque chose, lui, c'était très vital. Il produisait toujours, puis faire ses sculptures, est-ce que c'est quelqu'un qui aimait parler? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de parler à quelqu'un pour le saisir, mais juste le voir agir, travailler. Moi, quelqu'un qui se donne beaucoup à son travail. Tu le vois avec passion, que ce soit par exemple, un cordonnier, un cultivateur, un cordonnier, un relieur de livres. Les anciens, tu sais, il y a plein de petites... Même quand je vais sur Internet, je regarde... tu sais, j'ai suivi un cours d'atelier circulaire et sur la gravure. Mais moi, c'était de comprendre du début à la fin de la gravure. Je voulais toucher à toutes les étapes. Souvent, les artistes vont dire, écoute, à la toute fin, moi, je touche ça, mais il y a un artisan un ouvrier qui fait la gravure avant, puis à la toute fin, tu arrives avec ta petite touche finale. Mais moi, c'était tout ça. Donc, le voir sans nécessairement échanger. Échanger avec toi aujourd'hui, ça a été plaisant. Tu sais, ça fait des années qu'on se connaît. Ouais. Je pense qu'on ne s'est jamais assis. Donc, c'est une première. Si on le refait une deuxième fois, là, à ce moment-là, j'ai plus peut-être en mesure de répondre, oui, j'aimerais le faire avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est une première expérience. C'est une expérience de salon. On se rencontre à mon atelier, puis on jase.
Mais maintenant, aujourd'hui, bon, peut-être la prochaine fois, tu me poseras la question. J'aime ça, puis moi, je suis très content. Puis ce que je dirais, dans le fond, c'est une conversation à voix haute, mais en silence, que tu aurais, en regardant, en observant, puis je trouve ça super inspirant. Ça va être plate pour l'auditoire. Non, mais ça va être le fun pour toi, c'est ça qui était important. Ah oui, ça va être parfait pour moi, ça va être ressourçant, je suis certain. Dominique, merci tellement pour ça me fait plaisir. Ta générosité, puis j'adore, tu sais, tout ce que tu fais, qui tu es comme être humain, fait que merci d'être merci, tu m'as rendu à l'aise. Et ouais, puis en même temps, ça permet à l'artiste de prendre un recul par rapport à ce qu'il fait. Et les questions qui lui sont posées, ça le fait réfléchir. Puis moi, dans mon cas, ça me fait voir que l'enfance est important encore dans mes œuvres. Garder ce côté naïf aussi dans mes œuvres, ramener l'enfant. Et je pense que garder cette jeunesse éternelle, c'est à l'intérieur. Tout le temps, le petit cri de l'enfant, du gamin que j'étais à la ferme, qui est toujours là. Et servant de messe. Et qui m'a peut-être servi au café des entretiens pendant que j'allais à l'université. Ah oui, sûrement. Si tu as pu réfléchir, ben, tu nous as fait aussi réfléchir beaucoup. Merci encore, Dominique. Merci beaucoup, Pascal. Bien à la suite. À bientôt. Au plaisir.